Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche 22 janvier 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour. La coopération avec les maires dans tout Madagascar sera renforcée, a déclaré le président de la République, Andry Rajoelina, lors de sa rencontre avec les représentants des maires de toute l'île. Le développement des districts est devenu un mot d'ordre au cours des 4 dernières années et aucun de ces derniers ne sera oublié, a déclaré le président. Mieux encore, désormais, le développement ira plus loin afin qu'aucune commune ne soit plus oubliée. Judika El-Radji sur les images de Inde, Radzajaïbe. Tous les maires qui sont venus à Yavlou ont admis que la gestion de la décentralisation durant le pouvoir actuel a permis aux communes de se développer. Parmi les nombreuses personnalités qui sont venues à Yavlou ont figuré les représentants de l'Association des maires des communes urbaines et rurales, les représentants du district et de la région et les représentants de l'Association des femmes maires. Parmi les décisions qui les ont convaincus, l'augmentation à 100% de la subvention accordée à tous les maires dans toute l'île, passant de 15 millions d'ariars auparavant à 30 millions d'ariars actuellement. L'objectif est de les amener à améliorer leur méthode de travail et accélérer le développement à la base. Le président de la République est bien conscient de l'importance du rôle et de la position des maires, un rôle qu'il avait déjà assumé lorsqu'il était maire d'Antananarivo. Et pour que les maires puissent contrôler le développement des communes qu'ils gèrent, il y aura un changement de mode de fonctionnement, a indiqué le président. Le travail ne s'arrêtera pas au niveau du district, mais sera renforcé au niveau de la commune afin qu'aucune commune ne soit oubliée. D'ailleurs, c'est notre mot d'ordre, a précisé le président de la République. La venue de ces nombreux maires de toute l'île, ici à Yavlou, démontre leur volonté de coopérer avec le gouvernement dans la mise en œuvre de ces tâches. Le président a profité de cette occasion pour leur remettre à chacun une moto, cela afin qu'ils soient plus proches de leurs administrés, des habitants et afin d'accélérer les travaux de développement au sein des communes. Ensuite, le coût élevé de l'électricité produite par les centrales thermiques, c'est-à-dire celles qui utilisent du carburant, occasionne des pertes pour la société publique Jirama. Fondant à perte actuellement, elle ne s'est pas encore redressée. Selon le Premier ministre, la solution proposée par le gouvernement se concentre plus sur la manière de réduire le coût de production de l'électricité afin d'éviter le déficit. C'est la raison pour laquelle le gouvernement construit des centrales hydroélectriques et autres infrastructures utilisant de l'énergie renouvelable selon les explications. Les détails avec Indiana Martina. 63% des centrales utilisées par la Jirama, soit plus de 100 centrales dans toute l'île, utilisent du carburant. En général, le coût normal de production d'un kilowattheure est de 1600 ariars, alors que le coût de l'électricité facturée par la Jirama aux clients est de 500 ariars par kilowattheure. En d'autres termes, cette entreprise publique n'applique pas encore le prix réel de l'électricité et vend à perte. Le recours à la politique d'austérité, l'accès aux énergies renouvelables et la réduction de la consommation de carburant est donc une solution rapide pour éviter cela. La stratégie du gouvernement est déjà en marche, a annoncé le Premier ministre. L'extension de la production indécalique jusqu'à 120 MW fait déjà partie des travaux en cours. Le Premier ministre a indiqué que l'amélioration de la centrale hydroélectrique de Manjak, l'installation de barrages hydroélectriques dans de nombreux endroits à Madagascar et la construction de centrales utilisant de l'énergie solaire en collaboration avec le secteur privé se poursuivent. L'objectif de l'entreprise publique Jirama est d'augmenter à 60% le nombre des centrales de production utilisant de l'énergie renouvelable et de réduire jusqu'à 40% l'utilisation de carburant. Le Premier ministre a souligné que sauver cette entreprise d'État, on a pu rompre progressivement ses dettes en construisant des centrales hydroélectriques et en utilisant de l'énergie renouvelable est l'une des priorités du gouvernement. Et l'insécurité règne actuellement à Touamas. Les habitants se plaignent également du mauvais état de la route nationale 2. Par conséquent, les défenseurs des droits des consommateurs locaux ont alerté aujourd'hui à Anous les autorités et les responsables sur la situation à Touamas. Selon les informations, ils feront une marche pacifique la semaine prochaine. C'est Sylvain sur les images de Sech à Djianap. Depuis le mois de décembre jusqu'à maintenant, les cas d'insécurité sont de plus en plus nombreux à Touamas. Certains y ont même perdu la vie. Dimanche 8 janvier dernier, par exemple, 3 corps ont été retrouvés dans le centre-ville. De plus, les attaques armées sont de plus en plus fréquentes et ce sont les opérateurs qui en sont les cibles privilégiées, bien que des simples citoyens en sont également victimes. Touamas souffre, a déclaré le défenseur des droits des consommateurs qui a fait un compte-rendu sur la situation locale aujourd'hui à Anous.
Outre l'insécurité, le mauvais état de la route nationale numéro 2 est aussi un problème majeur. Cette situation entraîne des impacts négatifs sur toute l'île du fait que Tuamasin est le portail de l'économie de notre pays, selon toujours les explications. Au vu de tous ces cas, une marche pacifique sera menée par les membres de l'Association de défense des droits de consommateurs de Tuamasin la semaine prochaine. C'est un événement qui n'a aucune visée politique, mais plutôt pour alerter le gouvernement et les autorités de Tuamasin. Passons maintenant dans un tout autre sujet. L'Association des femmes TGV dans le 6e arrondissement a tenu une réunion samedi. Les membres ont discuté pour l'amélioration du travail social dont ils ont la charge depuis le renforcement de l'unité, l'entraide en matière de développement, le soutien au président de la République dans les travaux de développement, sans oublier les œuvres sociales. Tout cela a été évoqué lors de cette rencontre. L'Association des femmes TGV du 6e arrondissement réitère également son soutien au président de la République. D'après la première responsable de l'association. Par ailleurs, les sensibilisations des citoyens à faire preuve de diligence pour s'inscrire sur la liste électorale sont actuellement en cours. Les responsables des collectivités bénéficieront de renforcement de capacités en matière de formulation de la politique interne de lutte contre la corruption liée à la décentralisation, a annoncé le ministre de tutelle. Certains des élus sont mis en cause en justice ou au Bianco en raison de la non-maîtrise de gestion et divers détails administratifs. L'atelier s'est tenu la semaine dernière pour la formulation de la politique du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation sur la lutte contre la corruption. Selon le rapport publié par le Bureau indépendant anticorruption, ou BIANCO, les collectivités territoriales décentralisées comptent parmi les leaders dans le domaine de la lutte contre la corruption. Cette politique interne doit donc être établie pour réduire, voire éliminer complètement la corruption, souligne Toukel Justin, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Un atelier s'est tenu la semaine dernière pour la concertation entre les responsables de ces collectivités et ceux du ministère de l'Intérieur pour formuler la politique interne de lutte contre la corruption liée à la décentralisation. L'objectif est d'améliorer la qualité des services fournis aux contribuables, selon les explications de Touvre Koutsoir, maire de la commune de Tanzumbat. De nombreux participants se sont réunis lors de cet atelier qui regroupe les représentants des responsables des collectivités territoriales décentralisées, les districts, le BIANCO, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ou CSI, le GIS, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. En éducation, Anjanawoch est la seule commune ayant un lycée parmi les 7 communes autour d'Itos. Pourtant, ce lycée n'est plus en mesure d'accueillir davantage des élèves. Ainsi, de nouvelles salles de classe seront construites pour augmenter sa capacité d'accueil. Les travaux seront réalisés durant 100 jours. Les détails avec Rad Ramanazatouf. Environ 4000 élèves passent le BEPC chaque année dans les 7 communes environnantes d'Itossi. 3000 d'entre eux ont réussi l'examen selon les statistiques obtenues auprès des responsables de l'éducation. Cependant, seul 200 élèves peut être admis en classe de seconde à cause du manque de salles de classe. Une demande a été faite par les responsables de l'établissement pour construire de nouvelles salles de classe, demande qui a été acceptée par les autorités. En plus de ce lycée, 6 à Anjanawoch, 4 autres lycées ont été construits dans le district d'Antsimdranu au cours des 14 années de gouvernement actuel, a déclaré le député André Sivaïni qui est venu sur place pour constater l'avancement des travaux. Par ailleurs, de nombreuses infrastructures ont déjà été implantées dans ce district d'Antsimdranu. Et d'ici 100 jours, ces nouvelles salles de classe seront achevées dans ce lycée d'Anjanawoch. Passons à présent aux actualités internationales. La junte militaire aurait exigé le départ des troupes françaises déployées sur son territoire, a rapporté samedi la télévision burkinabé RTB, citant une agence de presse locale. L'information n'a toutefois pas été confirmée par une source officielle à Ouagadougou ou à Paris. Reportage sur les images de France 24. Pour l'instant, aucun des deux pays ne confirme cette information. Mais selon un document officiel que notre source dit avoir consulté, les autorités du Burkina Faso ont demandé le départ des troupes françaises. Depuis le 18 janvier dernier, la junte au pouvoir a renvoyé la France aux clauses de leur intervention militaire sur son sol qui stipule, je cite, « À partir du moment qu'une des deux parties notifie son désaccord sur les termes de l'intervention, cela mettrait fin à l'accord. » Fin de citation.
Cette décision n'est pas une surprise si elle est confirmée officiellement pour ceux qui ont suivi le capitaine Ibrahima Traoré, le chef de la junte militaire, président du Burkina Faso, mardi dernier devant les étudiants burkinabés à l'université de Ouagadougou. Il avait clairement dit qu'une décision allait être prise dans les jours à venir par rapport à sa coopération avec un pays. Selon la même source, les soldats français disposent désormais d'un délai d'1 mois, c'est-à-dire à compter du 18 janvier pour quitter le territoire burkinabé. Ensuite, en Israël, une nouvelle manifestation rassemblant des dizaines de milliers de protestataires anti-gouvernement a eu lieu samedi à Tel Aviv. L'ancien Premier ministre israélien s'est joint au rassemblement visant à clamer le refus de la politique de la coalition au pouvoir, alliant des partis de droite, d'extrême droite et ultra-orthodoxes juifs. France 24. Cette réforme, elle prévoit que la Cour suprême aura moins de pouvoir. Elle est voulue par Netanyahou et son ministre de la Justice. La Cour suprême en Israël, c'est l'instance juridique la plus puissante du pays. Son rôle, c'est de s'assurer que les lois votées par la Knesset sont en accord avec les lois fondamentales d'Israël, puisque le pays ne dispose pas d'une constitution écrite. Ce que veut cette réforme de la justice, c'est qu'un simple vote majoritaire à la Knesset permette d'outrepasser une décision de la Cour suprême. Pour les partisans de cette réforme, il faut réformer la Cour suprême car elle a trop de pouvoir et ces 15 magistrats ont trop de pouvoir sur les lois qui régissent la vie des Israéliens. Tandis que pour ses opposants, qui sont donc présents en nombre ce soir à Tel Aviv, c'est une mesure antidémocratique qui donnerait les mains libres au gouvernement de droite et d'extrême droite mené par Benjamin Netanyahou avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite. La décision la plus récente de cette Cour suprême, c'était il y a quelques jours. La Cour suprême souhaite annuler la nomination comme ministre d'Aryeh Deri, qui est une personnalité bien connue de l'extrême droite, le numéro 2 du gouvernement. Aryeh Deri a été condamné à de la prison avec sursis pour fraude fiscale en 2021. Malgré cela, il a été nommé ministre en 2022 par Netanyahou et donc la Cour suprême voudrait que cette nomination soit annulée. C'est bien sûr une revendication que partagent les manifestants présents ce soir et beaucoup ont confié qu'ils espèrent le voir démissionner dans les prochains jours. Et pour terminer cette édition, berceau de l'épidémie de Covid-19 en Chine, Wuhan célèbre sans restrictions sanitaires l'entrée dans l'année du lapin avec des feux d'artifice, des fleurs, mais aussi des offrandes pour les personnes emportées par le virus. Toujours avec France 24. Le début d'une nouvelle année lunaire chinoise dans une ville autrefois berceau de l'épidémie de Covid-19. Ici à Wuhan, les habitants célèbrent l'année du lapin avec des feux d'artifice, des fleurs, mais aussi des offrandes pour leurs proches décédés durant la pandémie. L'an dernier, l'ami de ma mère est décédé. Alors dès les premières minutes de la nouvelle année, je brûlerai de l'encens pour elle. Dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale, il est de coutume pour le nouvel an de rendre visite aux personnes qui ont récemment perdu des proches, pour leur donner des fleurs et brûler de l'encens. Pour les commerçants, c'est l'opportunité de vendre des centaines de bouquets de chrysanthèmes. C'est la première fois en 3 ans que cet événement est célébré. En 2019, Wuhan enregistrait son premier cas de contamination au coronavirus. Une découverte suivie par un confinement très strict dans tout le pays, avec une politique de zéro Covid adoptée par le gouvernement jusqu'en décembre dernier. En cette journée spéciale ici à Wuhan, les habitants célèbrent ce qu'ils espèrent être un nouveau départ. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.